Mark Twain, La Vénus du Capitole. Chapitre 1er. La scène se passe dans l'atelier d'un artiste à Rome. Oh mon Georges, si tu savais combien je t'aime. Oui, Dieu merci. Tu m'es fidèle, ma petite Marie. Ce que tu me dis là, je le sais depuis longtemps. Mais pourquoi donc ton père est-il si dur, si cruel à mon égard? C'est dans une bonne intention, Georges, mais à ses yeux l'art est folie. Qui le sort de ses épices risque de n'être guère compris, et il est persuadé que tu me feras mourir de faim. Au diable sa sagesse! Alors il m'a besoin d'être éclairé. Ah, que ne suis-je un boutiquier sans cœur ni âme et gagnant beaucoup d'argent, au lieu d'être un sculpteur possédant l'inspiration qui vient du ciel, mais n'ayant rien à se mettre sous la dent. Mais ne perds donc point courage, mon cher Georges. Toutes les préventions de mon père tomberont dès que tu auras 50 000 $ et... Oh, oh, 50 000 $, oui, pauvre enfant. Et moi qui dois encore mon terme. Chapitre 2. La scène se passe dans une maison à Rome. Mon cher monsieur, il est absolument inutile de continuer notre entretien. Oh, je n'ai rien contre vous, mais je ne saurais laisser ma fille épouser l'art et la famine, et je crois que vous n'avez pas autre chose à lui offrir. Monsieur, je suis pauvre, cela est vrai, mais la gloire n'est-elle rien? Un homme de la plus haute honorabilité, monsieur Bellamy Foodle de l'Arkansas, a déclaré ma nouvelle statue de l'Amérique l'une des œuvres les plus remarquables de la sculpture moderne. Il doit pouvoir m'assurer que mon nom en retirera quelque éclat, mon talent quelque renommée. Oh, voilà des sottises. Qu'est-ce que comprend à tout cela cet idiot de l'Arkansas? La gloire, ce n'est rien. Quant à la valeur du bloc de marbre dont vous avez fait un épouvantail pour les moineaux, elle existait quand vous n'aviez pas touché à ce marbre. Il vous a fallu la moitié d'une année pour ciseler, et vous en retireriez pas 100 $. Non, monsieur, non, non. Montrez-moi là 50 000 $ et vous aurez ma fille. Sans cela, épousez-en une autre. Je vous laisse du reste 6 mois pour trouver cette somme. Bonjour, monsieur, bonjour. Oh, que je suis donc malheureux. Chapitre 3. La scène se passe dans l'atelier. Oh, John, oh, toi qui fus l'ami de ma jeunesse, je suis, voilà bien, le plus malheureux des hommes. Alors donc, tu n'es qu'un sot. Mais il ne me reste rien à aimer que ma pauvre statue, et regarde, elle-même ne trahit sur la froide figure de marbre pas la moindre compassion pour ma douleur. Si belle, monsieur, c'est si impassible. Imbécile. Oh, John, oui, tu bats la campagne, ne m'as-tu pas dit que tu avais 6 mois pour trouver l'argent nécessaire? Pourquoi plaisanter, John, quand j'ai le cœur brisé? Et me donnerait-on un délai de 6 siècles? À quoi cela me servirait-il? Que peut entreprendre un malheureux sans nom, sans fortune, sans amis? Alors tu es un fou, un poltron, une tête faible. Comment, tu as la moitié d'une année pour trouver cet argent? 5 mois suffisent largement. Mais tu déraisonnes. 6 mois, c'est pas plus le temps qu'il s'en faut. Laisse-moi faire, et tu auras ton argent. Que veux-tu dire, John? Comment dans le monde entier pourrais-tu me trouver une somme si exorbitante? Veux-tu me laisser en faire mon affaire et ne plus te mêler de rien? Me donnes-tu carte blanche? Me jures-tu d'acquiescer à tout ce que je ferai et promets-tu de me contrarier en rien mon mode d'action? Tu me donnes le vertige. Ma perplexité est grande, enfin, bon, soit, je jure. John s'empara alors d'un maillet et cassa avec ménagement le nez de l'Amérique.
Puis le maillet se releva et 2 doigts de la statue tombèrent sur le sol. Un 3e coup enleva une partie de l'oreille, puis les doigts de pied furent mutilés et mis en pièces. Enfin la jambe gauche, cassée au-dessus du genou, vint se joindre au tas de décombres. John mit son chapeau et sortit. George resta 30 minutes à regarder fixement la statue mutilée qui se dressait devant lui, puis il sentit que la tête lui tournait et tomba sur le parquet, tordu par une attaque de nerfs. Peu après, John rentrait suivi d'une voiture. Il y entassa l'artiste dont il venait de briser le cœur et la statue dont il avait cassé la jambe, et sans mot dire, mais d'un air dégagé, en sifflant une petite chanson, il conduisit le tout au loin. Il déposa l'artiste à la porte de son domicile et continua sa route avec la statue. Amérique et Américains firent ainsi leur entrée dans la Via Quirinalis. Chapitre 4. Même décor. Aujourd'hui à 2 heures, les 6 mois seront troublés. Oh, quelle torture! Ma vie est brisée. Que ne suis-je mort? Pour hier au soir, je n'ai pas mangé. Aujourd'hui, j'ai pas déjeuné. Je n'ose franchir le seuil d'un restaurant. Si j'ai faim, on ne m'en parlait pas. Mon bottier me tourmente à me faire mourir. Mon laitier me presse, mon propriétaire me traque. Oh, je suis bien malheureux. Et John, que je n'ai plus revu depuis ce jour épouvantable. Elle du moins me souriait tendrement quand je la rencontrais dans la grande rue. Mais son père, cet homme au cœur de pierre, lui a ordonné d'un ton sévère de regarder de l'autre côté. Ah, tu as du bruit. Qui fera donc à ma porte? Qui me pourchasse encore? Oh, je devine, ce doit être encore ce maudit coquin de bottier. Entrez. Ah, puissent tous les bonheurs arriver à votre Excellence, et le ciel l'a comblé de toutes ses grâces. J'ai apporté à monseigneur une nouvelle paire de bottes, mais je les supplie de ne point me parler de paiement. Oh, je ne suis pas pressé le moins du monde. Je serais même très honoré si monseigneur voulait bien me continuer sa clientèle, et le prix d'agréer l'offre respectueuse de mes services. Il porte lui-même mes bottes et ne demande pas à être payé. Et il se retire en me faisant force révérence et salamalek absolument comme si j'étais une majesté. Il sollicite la faveur de mes futures commandes. Mais serait donc la fin du monde? Aux autres, entrez. Veuillez m'excuser, signor, mais je vous apporte le nouveau costume pour... Entrez. Oh, mille pardons de vous déranger, monseigneur, mais je viens de disposer pour vous le bel appartement du premier étage. Cette misérable tanière ne saurait convenir à... Entrez. Je viens pour vous informer que votre crédit, qui il y a quelque temps avait subi une interruption à votre banque, vient d'y être rétabli de la façon la plus satisfaisante, et que nous nous estimerons fort heureux si vous voulez bien avoir la bonté de tirer sur nous. Entrez. Oh, le noble jeune homme. Elle est à toi. Dans un instant, elle sera ici. Prends-la, épouse-la, aime-la. Sois heureux, que le bon Dieu te bénisse. Hip, 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 hurrah. Entrez. Oh, Georges, ô toi, mon seul bien-aimé, nous sommes sauvés. Oh, chère Marie, ô toi, mon unique amour, nous sommes sauvés. Mais je puis bien jurer sur ce que tu voudras, que je ne sais ni pourquoi ni comment. Chapitre 5. La scène se passe dans un café à Rome. Un groupe d'Américains. L'un d'eux lit et traduit les lignes suivantes du journal hebdomadaire Il Regnum di Roma. Une découverte merveilleuse.
Il y a 6 mois, M. John Smith, sujet américain, habitant Rome depuis un an, achetait en compagnie un petit terrain sans aucune importance. Ce terrain venait d'un parent de la princesse Borghese qui avait fait banqueroute et il était situé immédiatement derrière le tombeau de la famille des Scipion. M. Smith se rendit ensuite au ministère de l'enregistrement et fit enregistrer le terrain au nom d'un pauvre artiste américain, George Arnold, en déclarant qu'il lui constituait ce bien à titre de remboursement et de dommages-intérêts pour tous les dommages pécuniaires qu'il avait causés auparavant à la fortune du dit Harold. Il déclarait en outre vouloir amender le terrain dont il est question et le cultiver de façon à indemniser aussi largement que possible M. Arnold. Or, il y a 4 semaines, alors que l'on venait de creuser des terrains et d'y faire des travaux nécessaires, M. Smith découvrit la plus merveilleuse statue antique qui ait jamais augmenté les trésors artistiques de Rome. C'était une statue de femme splendide, et bien qu'il fût recouvert de la moisissure des siècles, et que le contact prolongé avec le sol eût terni son éclat, personne ne pouvait contempler sa beauté ravissante sans être ému au plus profond de l'âme. Le nez et la jambe gauche à partir du genou, une oreille et les doigts du pied droit ainsi que 2 doigts de la main font défaut, mais dans le reste, le noble aspect de la statue est merveilleusement conservé. Le gouvernement a pris militairement possession de la statue et nommé une commission de critiques d'art, d'antiquaires et de cardinaux princes de l'Église pour estimer la valeur de l'œuvre et déterminer l'indemnité qui sera accordée au propriétaire du terrain dans lequel l'on lui la trouvaille. Le secret le plus absolu a été gardé religieusement jusqu'à hier soir sur tout cet événement. Pendant ce temps, la commission siégeait à huis clos et délibérait. Hier au soir, il fut décidé à l'unanimité qu'on était en présence d'une statue de Vénus, dont l'auteur était un artiste inconnu, mais extrêmement remarquable du IIIe siècle avant Jésus-Christ. La commission déclarait en outre la statue le chef-d'œuvre le plus irréprochable connu jusqu'à ce jour. Vers minuit, la commission tint une dernière séance et il y fut décidé que Vénus valait la somme énorme de 10 millions. Comme, d'après la loi romaine et les usages, le gouvernement est considéré comme propriétaire pour moitié de tous les chefs-d'œuvre trouvés en Campanie, l'État n'a que 5 millions à compter à M. Arnold pour entrer en possession de sa belle statue. Aujourd'hui même, la Vénus sera transportée au Capitole pour y demeurer perpétuellement et à midi, la commission se rendra chez M. Arnold avec un mandat de sa sainteté le pape, payable au trésor public pour la somme de 5 millions de francs en or. Chœur de voix. Voilà une chance pour un bonheur, c'est un bonheur. Autre voix. Messieurs, je me propose de fonder immédiatement une compagnie américaine en action pour l'achat de terrain et la découverte de statues sur cette même place. Grâce à nos relations avec New York, nous pouvons faire mousser les actions, les majorer, quitte à les laisser ensuite faire le crack. Tous, adoptés. Chapitre 6. La scène se passe au Capitole, à Rome. Ma chère Marie, voici la statue la plus célèbre du monde entier. C'est la merveilleuse Vénus du Capitole dont tu as déjà entendu parler. La voilà avec ses mutilations. Mais cela a été restauré, c'est-à-dire accommodé, par les artistes romains les plus renommés. Et le seul fait d'avoir osé entreprendre la restauration d'une œuvre aussi noble leur assure une célébrité qui durera autant que le monde. Et quelle impression étrange cela me produit, le jour, il y a 10 ans de cela, où je me trouvais ici pour la dernière fois,
Je n'étais pas un homme riche. Mon Dieu, je n'avais pas un sou à moi, et pourtant, je n'ai pas été sans ressentir quelque chose là, quand j'ai vu qu'on faisait de Rome la propriétaire de ce chef-d'œuvre antique le plus remarquable du monde. Eh oui, c'est là la célèbre, la glorieuse Vénus du Capitole. Et savez-vous à quelle somme on l'estime? 10 millions de francs, pas moins. 10 millions. Elle les vaut bien maintenant. Eh oh, mon cher Georges, quelle beauté divine! Sans doute, mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'elle était, avant que le fameux John Smith lui cassât la jambe et lui voilà le nez. Lui l'inventeur, lui l'illustre, le noble Smith, lui à cause de notre bonheur. Mais n'entends-tu point? Qu'est-ce que c'est que tout rauque? Marie, la petite à sa coqueluche, ne sera-t-il donc jamais veiller avec plus de soin de nos enfants? La Vénus du Capitole se trouve toujours au Capitole, à Rome, et est toujours le plus merveilleux, le plus célèbre des chefs-d'œuvre antiques dont le monde puisse s'enorgueillir. Mais si vous avez jamais le bonheur de la voir, et si cette vue vous sentez l'extase habituelle s'emparer de vous, ne laissez pas le souvenir de cette histoire, aussi véritable que peu connue, venir troubler votre bonheur. De plus, si vous lisez que quelque colosse de pierre a été trouvé à Syracuse, dans l'état de New York, ou tout autre lieu, gardez votre sagesse pour vous. Enfin, si le Barnum, qu'il a enfoui là-bas, propose de vous la vendre pour une somme énorme, gardez-vous bien de l'acheter et envoyez le bonhomme à notre Saint-Père le Pape. Mark Twain, traduit par Michel Sangor.